Je pense qu'on va rentrer dans une phase de tension extrêmement forte et que cela va demander une vigilance de tous et beaucoup de courage politique. Bonjour Valérie Masson-Delmotte, Bonjour. merci d'être avec nous pour cet entretien qui s'inscrit dans une série d'échanges organisés par les rédactions de France Info pour réfléchir à l'après-coronavirus. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons parler réchauffement climatique, votre spécialité. Je rappelle que vous êtes paléoclimatologue, que vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat et surtout que vous êtes coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC, ce panel d'experts chargé d'évaluer l'état des connaissances sur le climat, ses causes et ses impacts. L'idée de cet entretien aujourd'hui, c'est d'abord de faire un point sur les conséquences à court terme de cette épidémie pour le climat, et puis aussi de se projeter sur les manières dont on peut sortir de cette crise sans mettre en péril la lutte contre le changement climatique. Pour commencer, je voulais tout simplement vous demander comment vous faites en cette période de confinement pour continuer votre travail de climatologue, comment vous vous organisez. Alors notre laboratoire est fermé, ça va faire 26 jours. L'université Paris-Saclay, dans laquelle mon équipe pour le GIEC est située, est également fermée. Donc c'est télétravail à la maison, comme pour beaucoup de gens. On habite en banlieue parisienne et on est donc 2 adultes en télétravail et 2 étudiantes en téléétudes. Donc on a réorganisé notre séjour en espace de travail commun. Je m'isole dans la chambre à coucher, buanderie, espace pour les appels sans déranger les autres. Et puis, on se serre les coudes avec les voisins, avec la famille, avec les collègues, je pense comme beaucoup de gens. Et je voulais vous demander, je sais que le GIEC prépare un gros rapport pour l'année prochaine. Comment on fait pour travailler avec des scientifiques d'un peu partout dans le monde dans cette situation de confinement? Alors en fait, pour le groupe 1 du GIEC, celui qui porte sur les bases physiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui est observé à grande échelle, quelle est la cause des changements observés, quels sont les mécanismes à l'œuvre, et puis quelles sont les implications pour les évolutions futures à court, moyen, long terme, aussi à niveau global que régional. On est dans une phase assez avancée de préparation de notre évaluation. Il faut bien expliquer que le GIEC ne produit pas de connaissances nouvelles, ne fait pas de recommandations. Il passe en revue les éléments scientifiques de sorte à dégager sur la base, de manière transparente en fait, sur la base des publications, des données, ce qui est clairement établi, ce qui est émergent, d'expliciter aussi parfois les termes des controverses scientifiques quand les jeux de données ne sont pas cohérents ou les modèles sont imparfaits ou la compréhension des mécanismes est aussi imparfaite. Et puis, il évalue également les verrous, en fait, les limites des connaissances scientifiques. Donc, les auteurs de ce rapport, c'est environ 230 personnes de 60 pays différents. Et nous avons une petite équipe support avec mon collègue coprésident chinois et moi-même, donc d'une dizaine de personnes qui est à Saclay et puis à Pékin. Donc, on en est à la deuxième version de notre projet de rapport. Donc, c'est organisé en 12 chapitres et puis un atlas interactif qui permettra de naviguer dans l'information climatique en fonction des centres d'intérêt, des régions, des échelles de temps. Donc, le premier jet est passé en relecture. Il a été relu par plus de 700 relecteurs qui ont fourni de l'ordre de 23 000 commentaires. Ils ont été pris en compte. Cette phase de relecture, elle est vitale en fait pour l'objectivité, le fait d'avoir une évaluation rigoureuse et complète. Donc une deuxième version a été préparée, de même que la première version de la synthèse, c'est-à-dire un résumé technique de quelques dizaines de pages et puis un résumé pour décideurs dit pour décideurs d'une trentaine de pages. Donc on a beaucoup travaillé à distance en fait en janvier et février pour préparer ces éléments. Et là, ils sont partis en relecture, donc aussi bien par la communauté scientifique que par des experts nommés par les gouvernements. Parce que nos rapports, nous ne faisons pas des encyclopédies ou des livres de cours. Nous faisons le point sur les connaissances de sorte à ce que ce soit utile pour éclairer des choix. Et donc le processus de préparation des rapports du GIEC se fait en construction avec les représentants de tous les pays du monde. On écoute les points pour eux qui sont particulièrement importants. On le prend en compte dans l'évaluation qui est faite. Donc il y a qu'est-ce qui est pertinent pour éclairer des choix. Il y a aussi quelles sont les connaissances nouvelles.
Et puis, ils participent bien sûr au processus de relecture, souvent par les académies des sciences d'ailleurs. Et donc, on est dans une difficulté aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes dans le monde entier, à l'exception de la Chine, n'ont plus des conditions de travail habituelles. Donc, nous avons mené 3 enquêtes. Une première enquête auprès des représentants de tous les pays pour savoir s'ils anticipaient des difficultés à contribuer à la relecture. Une deuxième enquête auprès des 230 auteurs de notre rapport pour savoir en fait quelles étaient leurs conditions de travail, parce qu'on a aussi besoin que eux relisent les autres chapitres, par exemple. Et puis de se projeter sur la suite, c'est-à-dire comment on va faire l'étape d'après. On devait avoir une réunion au mois de juin. C'est clair qu'elle ne pourra pas avoir lieu physiquement. Donc comment on va organiser la suite des événements. Et puis on a aussi fait une troisième enquête plus large auprès de la communauté scientifique. On a eu plusieurs centaines de réponses. Ça donne une sorte d'instantané de la situation dans le monde entier. Je dois dire que c'est assez triste à lire. Donc on a des gens, plutôt en Europe ou aux États-Unis, qui nous disent bon, moi je continue à travailler comme avant. Mais c'est une toute petite minorité. La majeure partie des gens dit c'est très difficile. C'est difficile parce que j'ai plus accès à mon laboratoire. J'ai plus accès, je peux plus faire de campagne de terrain. J'ai beaucoup de mal à récupérer les grandes masses de données sur lesquelles je dois travailler pour faire mes analyses. Ils nous disent aussi qu'ils ont des proches malades, parfois eux-mêmes sont malades. Ils prennent soin des gens autour d'eux. Ils sont inquiets pour leurs étudiants parce que beaucoup de jeunes scientifiques sont dans des conditions précaires. Ils ont des contrats relativement courts. S'ils peuvent pas produire de connaissances, ils s'inquiètent beaucoup pour la suite. Et donc, il y a un besoin aussi de liens plus forts entre les chercheurs plus seniors et puis les plus jeunes pour les aider dans cette situation difficile. Et on a une difficulté particulière pour ceux qui ont de jeunes enfants, parce qu'ils doivent superviser l'école à domicile. Euh, Vous l'avez peut-être vu, ou les gens qui nous écoutent l'ont certainement vu. C'est pas simple. Et donc, beaucoup nous disent qu'ils sont beaucoup moins efficaces. Ils nous disent également qu'ils sont devant un stress important qui freine leur capacité de concentration, leur capacité de relecture de ce rapport, de relire d'autres articles. Et donc, toute l'activité de production de connaissances, pas simplement la relecture des rapports du GIEC, est ralentie. On est dans une incertitude importante. On ne sait pas en fait combien de temps cette situation va durer. Et donc, nous, de notre côté, on est en train de revoir complètement le planning, l'ensemble du planning jusqu'à la fin de ce rapport. On a repoussé de 6 semaines la phase de relecture. Ensuite, on va planifier des réunions cet été qui ne seront pas une vraie réunion d'auteurs avec les 230 personnes ensemble, mais qui seront un ensemble de réunions ciblées virtuelles. Et là, on a aussi d'autres freins. L'accès à Internet n'est pas le même partout. Déjà en France, moi j'ai un très mauvais accès à Internet ici. Ça peut être un frein. Mais dans des pays en développement, c'est encore plus aigu. Même dans les universités, donc quand les gens sont chez eux, c'est encore plus difficile, et en particulier pour les scientifiques africains. À compte tenu de la qualité en fait de la bande passante du réseau Internet disponible. Donc comment continuer à avoir une approche qui soit inclusive et participative, parce que nous, on a vraiment besoin de l'intelligence collective. On va essayer de faire au mieux, et nos collègues d'un autre groupe de travail du GIEC innovent également, puisque la semaine prochaine, ils font leur réunion d'auteurs de manière complètement virtuelle, avec 250 participants de 70 pays différents, je crois. Ça demande en fait beaucoup plus de préparation en réalité. Mieux cerner les points de discussion, mieux préparer, recueillir les avis à l'avance, bien mener la discussion, faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, faire en sorte qu'on soit d'accord sur la manière de procéder. Par exemple, dans une réunion avec beaucoup de personnes, pour certains, quand on ne dit rien, ça veut dire qu'on est d'accord. Pour d'autres, il faut qu'ils puissent s'exprimer pour dire leur accord. C'est pas toujours évident dans toutes les cultures. Et puis, ça veut dire aussi fournir, pour ceux qui ne peuvent pas se connecter de manière interactive ou s'exprimer de manière interactive à cause de l'accès Internet, des notes de réunion, le fait qu'ils puissent le lire et fournir par écrit leurs commentaires, etc. Donc on en est là, et on va probablement repousser beaucoup d'autres étapes. On est parti sur le fait de décaler de l'ordre de 3 mois pour l'instant. Un point d'interrogation, c'est à quel moment on pourra avoir une session plénière, donc où on a tous les représentants de tous les pays du monde qui se réunissent pour la phase qu'on appelle d'approbation, d'acceptation de nos rapports. Pour le moment, on part sur un calendrier en supposant que cela pourrait être possible en juillet 2021. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et aborder cette épidémie et ses conséquences à court terme pour l'environnement. Je voulais qu'on commence par les origines de cette pandémie. Il y a quelques jours, vous aviez déclaré chez nos camarades de France Info TV que cette pandémie était liée à la destruction des habitats naturels. Est-ce que vous pouvez développer votre pensée ?
Alors, je ne suis pas du tout dans mon domaine de compétences, mais je peux préciser que les rapports précédents du GIEC avaient un angle qui portait sur les interactions climat-environnement-santé. Les angles spécifiques qui étaient pris étaient les suivants. Dans le rapport sur 1,5 degré, la manière dont, par exemple, la qualité de l'air va jouer en termes de santé publique, la qualité de l'air, elle est liée, ou la dégradation de la qualité de l'air, elle est liée à des composés qui agissent également sur le climat, parfois des coproduits, quand on brûle du pétrole, du charbon, du gaz, du bois, etc. Par ailleurs, le rapport qu'on avait rendu sur l'océan et les glaces dans un climat qui change mentionnait certains aspects liés à la santé, en particulier par rapport aux zones côtières, à la sécurité en eau. Et enfin, le rapport spécial qu'on a rendu en 2019 sur le changement climatique et l'utilisation des terres soulignait que la pression qu'on exerce sur la destruction des écosystèmes était à l'origine d'épisodes de zoonose, c'est-à-dire des maladies qui étaient présentes dans des animaux, qui étaient de plus en plus fréquemment transférées aux sociétés humaines. C'est aussi quelque chose qui a émergé d'autres analyses. Et ça a d'ailleurs conduit une partie de la communauté scientifique à l'interface, disons, santé-environnement, à explorer de nouvelles approches qui soient la notion de santé planétaire, donc la santé humaine, elle va dépendre aussi de la santé des écosystèmes et de l'état du climat, ou bien l'angle One Health, c'est-à-dire la santé humaine, elle est liée à la santé animale, y compris des animaux d'élevage, et à la santé des écosystèmes également. Donc voilà, ça fait partie des points d'intersection qui, je pense, demandent à s'interroger sur notre mode de développement. Ce développement, en fait, qui pousse à exercer une pression croissante de destruction d'écosystèmes, pas forcément uniquement chez nous, mais aussi à distance via les importations, et puis qui contribue à poursuivre des rejets de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique et de l'ensemble de ses conséquences, y compris l'intensification d'événements extrêmes, comme les vagues de chaleur, dont on sait très bien qu'elles posent aussi des problèmes en matière de santé humaine. D'accord. Ce lien que vous faites entre pression sur les écosystèmes et santé humaine, il est contesté par certains. Je vais citer par exemple le philosophe Luc Ferry qui lui estime que faire ce lien c'est une forme de récupération politique. Qu'est-ce que vous répondez à ce discours? Alors moi, je fais référence à un article du journal très reconnu qui s'appelle The Lancet en 2015, qui justement faisait le point sur les zoonoses liées à Ebola, liées au SRAS, et montrait le lien étroit entre, d'une part, la destruction des habitats naturels, le braconnage de la faune sauvage, mais également l'élevage industriel, comme étant autant de facteurs associés à une densité importante de population à proximité de ces animaux, comme étant des facteurs qui ont amplifié la propagation de zoonoses dans les sociétés humaines. Je fais également référence donc à ce rapport sur le changement climatique et l'utilisation des terres, et enfin au rapport de l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui le montre également de manière très claire. Vous parliez à l'instant de qualité de l'air. Depuis le début du confinement, on observe une meilleure qualité de l'air en France et puis un petit peu partout dans le monde où le confinement est en place. On observe aussi le retour de certaines espèces dans les espaces que nous avons abandonnés, comme les rorquals dans le parc des Calanques. Vous racontiez aussi dans un récent interview que chez vous on entendait le chant des oiseaux avec l'arrêt de l'aéroport qui se trouve non loin. Cette crise, elle est dramatique d'un point de vue sanitaire, social, économique, mais est-ce qu'au moins elle a des conséquences positives sur l'environnement selon vous? Alors d'abord, je veux en rien me réjouir de la situation actuelle, et je répète ce que j'ai déjà dit précédemment, toutes mes pensées vont à ceux qui luttent pour leur propre santé ou pour celle des autres, et on est devant une crise sanitaire qui est très grave, qui va s'accompagner d'une crise économique, sociale et puis financière. Et il n'y a rien de réjouissant là-dedans. Et la baisse d'émissions qui est associée à l'arrêt forcé, en fait, de toute activité industrielle ou économique ou des transports, c'est pas du tout ça, en fait, dont on parle quand on parle de l'action pour améliorer, enfin réduire les émissions de gaz à effet de serre ou renforcer la résilience de nos sociétés ou réduire la pression sur les écosystèmes. On ne parle pas du tout d'arrêter les choses de manière forcée. On parle d'utiliser toute l'innovation technologique, l'innovation sociale, l'intelligence collective pour agir à la fois sur la manière dont on produit les choses et puis sur les choix de consommation, de sorte à réduire de manière importante, tenace dans la durée,
les pressions qu'on exerce sur l'environnement, tout en nous permettant de vivre mieux, de vivre dignement. Donc c'est très différent et je pense qu'il faut surtout pas faire, de confusion par rapport à la situation actuelle. Alors par contre, c'est vrai que, je le vois dans le groupe de discussion avec mes voisins, puisqu'on a mis en place un groupe, WhatsApp, d'entraide et de solidarité. Les gens en fait se rendent compte, du bien-être qu'apporte, moins de bruit, du bien-être, qu'apporte, une qualité de l'air, meilleure, même si, ça peut encore s'améliorer en banlieue parisienne. Ils soulignent également, le fait, d'entendre, le bruit, des oiseaux ou des insectes qui étaient masqués en fait ici, hein, par le vrombissement constant, que ce soit, des bruits d'avion ou des bruits, automobiles. Je sais qu'en Inde, certains ont vu pour la première fois de leur vie les contreforts de l'Himalaya qui étaient masqués parce que, l'air était tellement pollué qu'il y avait une espèce de brouillard constant et il faut imaginer quand pour la première fois de votre vie, vous découvrez que vous avez des montagnes, spectaculaires, pas très loin de chez vous, mais qui étaient invisibles à cause de la pollution de l'air. Et ça pose aussi d'autres questions. Par exemple, la dégradation de la qualité de l'air, donc avec un cocktail de produits chimiques, de particules. C'est aussi quelque chose qui est en fait, extrêmement dangereux pour la santé, cardiaque, respiratoire. Il y a des éléments scientifiques qui sont clairement établis et pourtant on n'a pas une action à la hauteur de cet enjeu-là parce que c'est quelque chose, qui est plus graduel, plus chronique, moins aigu. Et donc je pense que la situation actuelle de gestion de crise, elle pose profondément la question, de la manière dont notre société est capable d'anticiper plus, d'agir en amont et d'agir pour éviter des crises, de manière, graduelle, intelligente et démocratique. Et la question se pose de la même manière par rapport à l'évolution du climat. Les tendances qu'on a observées d'évolution du climat, donc le réchauffement au-dessus des continents, au-dessus des océans, en profondeur dans l'océan, l'augmentation de l'intensité de la fréquence des vagues de chaleur ou bien, de l'intensité des pluies torrentielles, l'augmentation de la sévérité des sécheresses autour de la Méditerranée, la montée du niveau des mers ou le recul des glaciers, le recul de l'enneigement en moyenne montagne. Tout ce qu'on observe, en fait, ça avait été correctement anticipé depuis plus de 30 ans par les travaux de ma propre communauté scientifique. Et pendant longtemps, ça n'a pas été perçu comme quelque chose qui était un risque immédiat. Donc on a tenu à distance cette information, comme on a ignoré l'information sur le risque de pandémie. Et là, on voit très bien qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays, on n'était pas prêt, on n'avait pas de plan d'action, on n'avait pas une vision stratégique de comment agir, et donc on improvise avec les moyens du bord. La question pour moi fondamentale, c'est comment est-ce qu'on anticipe davantage? Comment est-ce qu'on débat sur les solutions? Comment est-ce qu'on les met en œuvre? De sorte aussi à ne pas, exacerber toutes les inégalités et toutes les vulnérabilités qui sont là. Et une de vos collègues me demandait hier, quel était le mot que j'associais à la situation de crise actuelle. Et je me suis vraiment posé la question et je crois que le mot que je voudrais utiliser, c'est le mot de fragilité. C'est délibéré, c'est-à-dire c'est le contre-pied de vocabulaire guerrier. C'est le contre-pied, du mot de la résilience. La résilience, ça veut dire on prend des chocs et puis on se reconstitue et puis on va au-delà du choc. Mais je pense qu'on a aussi besoin de voir, la fragilité de nos sociétés. On n'est pas tous égaux devant cette crise, sanitaire, on ne sera pas égaux devant la crise économique, financière. Il y a des choses qui vont être exacerbées, par rapport à la crise actuelle et à ses conséquences. Et c'est le même enjeu pour moi par rapport au changement climatique. C'est important de regarder en quoi on est vulnérable, en quoi on est exposé et c'est important de voir comment on peut construire une stratégie ambitieuse d'action pour renforcer justement la résilience de nos sociétés, pour construire un développement qui permette à tous de vivre dignement, avec des emplois non délocalisables, et cetera, qui ont un sens, tout en réduisant régulièrement, fortement les émissions de gaz à effet de serre. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la réflexion qui a eu lieu, il y a eu une réflexion qui était beaucoup trop en silo. Typiquement, vous avez d'un côté un ministère de l'environnement, de l'autre côté un ministère de l'agriculture, de l'autre côté un ministère de la santé et puis un ministère de l'économie. Alors qu'en fait, ces questions, de santé planétaire, elles demandent à avoir une pensée qui soit beaucoup plus systémique et pas dans les silos habituels. Et je pense que c'est le bon moment pour avoir cette réflexion-là sur, la manière dont on voit, la sortie de cette crise. Alors il y a l'urgence immédiate, hein, bien sûr, permettre aux gens de manger, de vivre, correctement un minimum dans cette situation très difficile. Mais après, il y a la question de qu'est-ce qu'on va favoriser comme secteur d'activité? Qu'est-ce qu'on a comme vision stratégique sur la création d'emplois en France? Qu'est-ce qu'on a comme vision sur ce qu'on veut construire et qui va rester pendant des décennies? Et l'expérience des crises passées, elle n'est pas très encourageante, hein, d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre.
que ce soit les chocs pétroliers ou que ce soit les crises financières des dernières décennies. Les solutions de sortie de crise n'ont fait qu'exacerber des pans entiers d'activités qui renforcent le problème plutôt que contribuer aux solutions. Vous parliez de réduction des gaz à effet de serre. Je voulais revenir un instant sur les conséquences à court terme de la situation qu'on connaît. Ce matin, le site spécialisé Carbon Brief estimait à environ 4% la réduction des émissions de CO2 cette année avec cette crise. Est-ce que vous pouvez mettre ce chiffre en perspective par rapport aux efforts qui sont nécessaires pour rester dans la trajectoire de l'accord de Paris ? Donc l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, c'est celui que se sont fixés les différents gouvernements du monde, sur la base d'une analyse justement de risque. Et cet objectif, c'est de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés d'ici à la fin de ce siècle. Donc l'analyse de la réponse du climat, en fait, elle montre que si on veut le faire, il faudrait que les émissions mondiales de dioxyde de carbone diminuent en gros d'un quart entre 2010 et 2030 et deviennent zéro net, c'est-à-dire que les émissions résiduelles seraient compensées par une capacité à enlever du CO2 de l'atmosphère et le stocker. Donc cette neutralité, elle devrait être atteinte à horizon 2070. Et si on voulait contenir le réchauffement à un niveau encore plus bas, donc on en est aujourd'hui à 1 degré, si on voulait le limiter à 1,5 degré, ce qui est important, en particulier pour les écosystèmes, pour les populations les plus vulnérables, il faudrait diviser par 2 entre 2010 et 2030 et atteindre cette neutralité carbone d'ici à 2050. Et le problème, c'est que plus on tarde à agir, plus il faudrait faire un effort massif, année après année, pour y parvenir. Et ce dont on parle, c'est certainement pas d'arrêter l'activité économique ou d'avoir des privations forcées, c'est pas du tout ça. Ce dont on parle, c'est à la fois transformer tous les grands systèmes de production, donc énergétiques bien sûr, donc sortir des énergies fossiles, le charbon, puis le pétrole et le gaz, en y substituant d'autres approches. C'est également transformer les villes pour minimiser le recours à l'énergie, utiliser l'économie circulaire, l'efficacité énergétique au maximum. C'est aussi avoir les infrastructures qui permettent ces transformations et puis transformer la manière dont on produit notre alimentation, dont on gère les forêts dans le monde entier, de sorte à stocker du carbone au lieu de rajouter des gaz à effet de serre. Et ce qui est intéressant, c'est que sur tous ces aspects-là, on a des solutions qui existent. On n'est pas comme dans la situation d'il y a 30 ans ou d'il y a 20 ans. On a des solutions qui existent dans tous les domaines, que ce soit pour les énergies décarbonées, que ce soit pour les transports. On a des alternatives aux véhicules à moteur thermique maintenant. On a des solutions d'économie circulaire, de réutilisation, plutôt que d'utilisation de ressources non renouvelables. Et on a des solutions de bon sens, en fait, y compris pour la production alimentaire, avec beaucoup d'agriculteurs qui innovent, qui développent des méthodes parfois anciennes, parfois nouvelles, pour justement réduire l'impact environnemental tout en produisant suffisamment pour nourrir tout le monde. Mais si on veut contenir le réchauffement à un niveau bas, c'est pas simplement ces transformations un peu systématiques qui sont nécessaires, c'est aussi la question des choix de consommation, des styles de vie. Parce que si la demande mondiale ne fait qu'augmenter pour l'énergie, pour les produits non renouvelables, ou pour une alimentation qui a une forte empreinte carbone, en particulier tous les produits animaux ou les huiles végétales, alors dans ce cas-là, on ne pourra pas en fait réduire suffisamment vite les émissions de gaz à effet de serre parce que ça voudra dire toujours produire plus. Et j'ai beaucoup de voisins autour de moi qui justement s'interrogent dans cette situation un peu forcée où on fait à la maison, on développe les circuits courts et qui me disent tant mieux parce qu'en fait on se rend compte qu'on peut faire autrement, qu'on peut vivre correctement, avec plus de solidarité, plus d'entraide aussi. Et on espère que ça va rester. Et je l'ai entendu aussi dans mes proches, dans ma famille ou dans mes collègues. Cette aspiration à ce que certaines des choses qu'on met en place là puissent rester parce qu'elles donnent aussi du sens à la vie en communauté, pas simplement à la vie individuelle. D'accord. Il y a une dernière chose, une dernière conséquence à court terme sur laquelle je voulais vous interroger. C'est l'annulation de la COP26 qui était prévue à la fin de l'année en Écosse, à Glasgow. C'est aussi l'annulation du Congrès mondial pour la nature, qui est un petit peu l'équivalent pour les questions de biodiversité. Est-ce que ces reports, ces annulations sont un problème ? Alors, c'était pas possible, dans la situation actuelle, de réunir physiquement des gens de tous les continents. D'abord, première chose, qui peut prendre la responsabilité d'organiser une réunion en faisant de sorte que les participants risquent leur santé ou la santé de leurs proches?
Qui peut organiser des réunions d'1 ou 2 semaines si on a 2 semaines de quarantaine après avoir voyagé et 2 semaines de quarantaine, enfin avant, le début de la réunion, puis en sortant de cette réunion, donc c'est juste pas possible actuellement et il faut bien le comprendre. Ça peut donner aussi plus de temps pour préparer les plans d'action, de sorte à ce qu'ils intègrent, la sortie de cette crise dans les réponses, nationales que chaque pays va mettre sur la table. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui d'annulation, il s'agit de report. Alors je ne sais pas pour l'UICN, mais je sais que la COP pour la convention sur la diversité biologique qui devait avoir lieu en octobre en Chine, qui est importante hein, parce que l'objectif c'est d'avoir, un accord ambitieux sur la préservation de la biodiversité. Elle sera reportée à l'année 2021. La COP 26 aussi va être reportée à l'année 2021. Et peut-être qu'on peut en attendre davantage d'ambition dans ce contexte, compte tenu des enjeux qui sont importants. Et vous savez, on parle des intersections dans tous les sens. Moi, j'ai des collègues qui vivent dans différentes régions du monde. Les collègues, en fait, par exemple, les vice-présidents de mon groupe de travail du GIEC, ceux qui sont au Maghreb aujourd'hui sont inquiets parce qu'il y a une situation de sécheresse importante, avec des pressions à la fois pour la sécurité en eau et puis le besoin d'eau pour, la sécurité alimentaire, le besoin d'eau pour l'hygiène, pour la sécurité sanitaire. Donc on est parfois dans des situations, de risques, conjoints ou de risques en cascade, qui sont particulièrement préoccupantes. Ok. Avant de parler de l'après-crise, je voulais qu'on prenne quand même quelques minutes pour bien poser les bases du problème qu'est le réchauffement climatique. Euh, Aujourd'hui, où en est-on par rapport à ce problème? Comment vous résumeriez la situation dans laquelle nous nous trouvons? Par rapport au changement climatique, ben, nous émettons, massivement des gaz à effet de serre qui ont des caractéristiques différentes. Certains, ont un effet sur le temps long, d'autres ont un effet plus éphémère. Donc en ajoutant ces gaz à effet de serre, on empêche une partie de la chaleur de la Terre de partir vers l'espace et puis le climat lui-même réagit à cette perturbation avec des facteurs amplificateurs. Donc l'évolution actuelle du climat, le réchauffement d'environ 1 degré qui est observé, ne s'explique que par, l'influence humaine, sur, le fonctionnement des grands équilibres planétaires. Le premier point qui est souvent pas bien compris, c'est que ce changement qui a déjà lieu, il est irréversible. En particulier parce que l'océan a stocké plus de 90 de cette énergie supplémentaire et le temps de mélange dans l'océan mondial, c'est de l'ordre du millier d'années. Donc quoi qu'on fasse en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas revenir en arrière. Il y en a aussi beaucoup qui pensent que, notre action sur le climat, on pourrait faire une analogie avec une sorte de thermostat, vous voyez? Qu'on a tourné le thermostat vers le haut, le climat se réchauffe et puis si on le tourne vers le bas, on pourra, stabiliser la situation. Ça marche pas comme ça, en particulier parce qu'il y a une inertie, à la fois dans le fonctionnement du climat, dans sa réponse. Il y a aussi une inertie dans les infrastructures qui sont là, les systèmes de transport, les usines, la façon dont on produit l'énergie. Et donc, quoi qu'on fasse, il faut s'attendre à un réchauffement climatique et ses conséquences au cours des prochaines décennies. Ça, c'est inéluctable. Et donc, il y a un enjeu qui est important, c'est justement une vision stratégique d'analyse de risque. Dans chaque région, pour chaque secteur d'activité, qu'est-ce que ça va impliquer? Et comment est-ce qu'on peut agir maintenant pour réduire notre vulnérabilité, notre exposition, et donc limiter l'ampleur des risques? C'est ce qu'on appelle l'adaptation. C'est important, par exemple, pour le littoral, avec la montée du niveau des mers. C'est aussi important pour, les stations de moyenne montagne avec le tourisme d'hiver. C'est important pour le bien-être en été, le confort en été dans les villes, ou bien pour la gestion des risques d'inondation ou de sécheresse. Pour la gestion des forêts aussi, qui dépérissent, suite aux vagues de chaleur et aux sécheresses. C'est important pour la gestion des risques d'incendie. On l'a vu, il y a pas très longtemps en Australie, à quel point ça peut entraîner des dégâts majeurs. Donc il y a une partie qui est inéluctable, il va falloir faire avec, mais l'évolution future du climat, elle va dépendre profondément de 2 choses. Notre capacité à réduire les émissions de dioxyde de carbone parce que ce gaz à effet de serre-là, il a un effet cumulatif. Donc ce qui va faire le réchauffement à venir, c'est la somme des émissions de gaz à effet de serre passées, actuelles et à venir. C'est quelque chose qu'on se passe entre générations. Et donc, si on veut que le climat se stabilise par la suite, il faut engager délibérément une baisse de ces émissions de dioxyde de carbone en agissant sur tous les leviers d'action possibles. Et donc un plan de relance, par exemple, qui, miserait sur une reprise, d'une croissance non-stop du trafic aérien ou bien sur, des véhicules type SUV qui ont une grosse consommation de carburant, c'est quelque chose qui va en sens orthogonal à ce que serait une action pour, maîtriser, par exemple, l'impact du transport sur les émissions de gaz à effet de serre
où on peut contenir une partie de la demande sur les voyages aériens. On peut aussi avoir des véhicules beaucoup moins consommateurs, plus légers, des véhicules électriques ou hybrides, qui baissent fortement la consommation et les émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, donc le climat, il va dépendre d'abord de la stabilisation du climat, va dépendre de notre capacité à réduire fortement jusqu'à la neutralité les émissions de CO2. Et il va dépendre aussi de l'effet sur le climat d'un ensemble d'autres facteurs. D'autres gaz à effet de serre, comme le méthane ou l'oxyde nitreux, qui sont davantage liés aux activités agricoles, donc nos choix d'alimentation également, avec des interactions avec la santé. Et puis d'autres composés comme des particules, on appelle ça des aérosols, qui sont parfois émis aussi avec le charbon ou dans d'autres contextes, et dont l'effet net est un effet refroidissant sur le climat. Et donc l'enjeu, c'est aussi de réduire l'effet net sur le climat des émissions de ces autres facteurs. C'est pour ça que ce n'est pas simplement une question d'énergie, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Et ce que je peux également dire, c'est que tous les secteurs d'activité, en fait, peuvent être porteurs de solutions dans cette dimension-là. C'est aussi ça qui est important, c'est de voir l'ensemble des solutions qui existent, toutes les options d'action, et de voir quels sont leurs potentiels, leurs coûts, leurs limites, qu'est-ce qu'elles apportent comme bénéfices annexes pour la santé, par exemple, en améliorant la qualité de l'air, ou en ayant une alimentation saine et nutritive. Et à l'inverse, certaines des solutions peuvent avoir des effets indésirables. Et dans ce cas-là, il faut analyser sérieusement ces effets indésirables de sorte à essayer de les compenser ou de les minimiser. C'est pour ça qu'on a besoin de cette évaluation qui soit, je dirais, la plus neutre possible. Et c'est pour ça que les rapports du GIEC ne font pas de recommandations, ils mettent sur la table les différentes options d'action et ils passent en revue ces différentes dimensions, de sorte à pouvoir éclairer des choix, mais les choix, c'est la volonté citoyenne et c'est la volonté politique. Ce n'est pas quelque chose qui relève de ma communauté, de la communauté scientifique, c'est vraiment quelque chose qui relève d'un débat profond de société, d'un débat démocratique. Je voulais aussi avoir votre sentiment parce que le réchauffement climatique est un problème assez vaste dont on peine parfois à saisir l'ampleur. Sur France Inter, il y a quelques jours, le sociologue Bruno Latour, il estimait que le réchauffement climatique, c'était potentiellement une catastrophe tellement importante que celle que nous connaissons aujourd'hui avec la pandémie de coronavirus apparaîtra bientôt minuscule par rapport à ce qui nous attend. Est-ce que vous partagez cet ordre de grandeur ? Je ne peux pas partager complètement cet ordre de grandeur parce que je n'ai pas tous les éléments pour analyser ce que sera l'impact complet de cette pandémie. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le changement climatique, ça va être une exacerbation, encore une fois, des vulnérabilités qui existent, avec une succession de crises qui vont devoir être gérées si on n'anticipe pas. Et vous savez comme moi qui sont les plus vulnérables devant ces crises. Ce sont ceux qui ont les revenus les plus bas, ceux qui vivent dans les zones les plus à risque. Mais plus largement, ce sont des enjeux de sécurité humaine. Sécurité en eau, sécurité alimentaire, pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. On touche déjà en fait à des aspects extrêmement préoccupants en termes de sécurité en eau et en termes de sécurité alimentaire. Et puis après, il y a également des enjeux importants, même pour la croissance de l'activité économique mondiale, d'abord dans les pays tropicaux, et puis ensuite à plus grande échelle, selon l'ampleur et la vitesse de ce réchauffement. Et puis pour terminer, je le dis encore une fois, la stabilité de nos sociétés, c'est aussi la stabilité des écosystèmes. Et pour donner un ordre de grandeur, entre un réchauffement d'1,5 degré ou de 2 degrés, on double le risque de perte d'habitat pour les insectes, les animaux, les plantes sur les continents. Et de même dans les océans, dans l'océan, le changement climatique, il entraîne un certain nombre de conséquences en chaîne, des vagues de chaleur marine plus fréquentes qui détruisent, qui font blanchir les récifs de coraux tropicaux, une perte d'oxygène dans les eaux de mer de surface, une acidification de l'océan qui stocke une partie des émissions de dioxyde de carbone. Et ça exerce une pression qui est déjà visible en fait sur les écosystèmes marins. Nous en dépendons aussi en fait pour notre alimentation, avec des choses qu'on connaît très mal, y compris par exemple sur les virus dans l'océan. C'est quelque chose qu'on connaît vraiment très mal. Par contre, on sait que certaines de ces conditions-là peuvent conduire à des blooms d'algues toxiques. Donc il y a aussi des enjeux en matière de santé humaine qui sont importants à prendre en compte. On va passer maintenant à l'après-coronavirus. La première question que je voulais vous poser sur cette période sur laquelle tout le monde débat et discute beaucoup en ce moment, c'est est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que
ce qu'on vit aujourd'hui va marquer une rupture qui, que le jour d'après, ne ressemblera pas au jour d'avant, pour paraphraser le président de la République. En fait, je ne sais pas. Parce que quand on regarde ce que les historiens nous apprennent des grandes pandémies passées, il y a eu souvent eu, après des situations de privation, de crise, une aspiration à revenir à ce qui était avant. Et l'envie d'une forme d'insouciance ou d'indifférence. Et donc, je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que cela va dépendre de la réflexion collective qui va sortir de la situation actuelle. Moi, j'espère vraiment que cette phase de confinement pour ceux qui ne sont pas en première ligne aujourd'hui, les soignants, ceux qui assurent la logistique, qui travaillent pour permettre l'approvisionnement de tous. J'espère que ceux qui sont dans cette situation, ils ont peut-être un peu plus de temps pour sortir du rythme trépidant de la vie habituelle, vont s'interroger sur le type de société qu'ils souhaiteraient. Et c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la volonté citoyenne, elle va être fondamentale dans ce qui va se produire par la suite. Je veux aussi mentionner que la Convention citoyenne pour le climat a exprimé un certain nombre d'aspirations pour la sortie de crise par rapport à la réflexion qu'ils ont menée sur concilier justice sociale et baisse d'émissions de gaz à effet de serre avec leur bon sens et la diversité des perspectives qu'ils apportent de différentes régions de France. Alors juste pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 Français tirés au sort qui planchent depuis quelques mois sur ce problème du réchauffement climatique et qui devaient remettre des propositions au gouvernement le 3-4 avril, mais évidemment leurs travaux ont été un petit peu perturbés par le confinement que nous connaissons. Je voulais vous demander ensuite, il y a une importante crise économique qui se profile. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'environnement passe au second plan? On voit déjà par exemple le gouvernement tchèque qui demande à une pause du Green New Deal, ce programme d'investissement européen. On voit Donald Trump qui assouplit les règles encadrant les émissions des voitures aux États-Unis. On voit le PDG d'Air France qui demande une pause fiscale pour les compagnies aériennes. Voire même l'agence environnementale américaine qui explique tout simplement qu'elle suspend les contrôles et qui donne finalement une sorte de permis de polluer dans cette période. Oui, vous avez raison. En fait, on va dans une situation qui va être, je pense, une situation de très grande tension entre d'une part des secteurs d'activité qui sont importants pour l'emploi, qui peuvent être parfois stratégiques, qui vont tout faire pour justement échapper à la moindre contrainte fiscale ou environnementale. Ils ont déjà fait en fait des pressions extrêmement fortes. Je précise par exemple que le secteur aérien, c'est celui qui bénéficie le plus de niches fiscales ou d'exemptions fiscales par rapport à tous les autres secteurs d'activité. Ça a été montré en France comme dans tous les autres pays du monde. Et le kérosène, par exemple, dans le secteur aérien, n'est pas taxé. On a également donc on va avoir des tensions croissantes entre ces secteurs d'activité qui se sentent un peu le dos au mur quand ils ne peuvent pas présenter de solutions viables à court terme, et puis ceux qui aspirent à justement, tant qu'à utiliser des investissements publics et préempter nos capacités d'action à tous dans les années à venir, puisque les investissements qui vont être mis sur la table, c'est une dette supplémentaire pour tous. Donc moi, je pense qu'on va rentrer dans une phase de tension extrêmement forte et que cela va demander une vigilance de tous et beaucoup de courage politique pour ne pas utiliser les vieilles ficelles du XXe siècle pour relancer l'activité par les grands chantiers d'autoroutes ou le reste, mais pour avoir vraiment une vision stratégique, c'est-à-dire construire une forme de développement qui permettra d'être moins dépendant pour certains secteurs stratégiques des importations et qui permettra de créer des emplois qui ont un sens, des emplois non délocalisables, avec vraiment une vision en particulier qui se projette sur les jeunes générations d'aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je mets l'accent sur les jeunes générations d'aujourd'hui? C'est pour la raison suivante. Il est montré clairement que dans cette crise sanitaire, les plus jeunes sont touchés de manière, en moyenne, moins violente. Ils peuvent être propagateurs de virus quasiment sans symptômes. Et on leur demande aujourd'hui des efforts disproportionnés. On a la quasi-totalité de la jeunesse mondiale qui ne va plus en classe. Les universités sont fermées. Même en Chine, elles continuent à être fermées par précaution. Donc cette jeunesse-là, il faut lui permettre de se projeter dans la suite. Il faut donner des conditions qui lui permettent d'accéder à l'emploi
avec le moins possible de précarité. Elle y est déjà très confrontée. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'avoir cette solidarité entre générations où aujourd'hui, on se distancie socialement, on se confine pour préserver les plus fragiles, pour préserver les anciens et les soignants, ce qui est essentiel. Mais par la suite, je pense qu'il y a un effort aussi qui doit être attendu de tous pour agir autrement, de sorte à réduire la pression sur les écosystèmes, la biodiversité, lui permettre de récupérer. Et on voit comment ça peut aller vite. Et réduire les émissions de gaz à effet de serre pour que l'évolution du climat n'accélère pas pour les jeunes générations d'aujourd'hui et leur permettre de disposer d'une santé planétaire, condition nécessaire pour avoir une santé humaine correcte. Vous évoquiez à l'instant les plans de relance qui vont arriver pour nous sortir l'économie de la crise qu'on connaît. Vous l'avez déjà un peu esquissé, mais je voulais quand même revenir dessus. Qu'est-ce qui, selon vous, sur quel secteur, quel type d'activité il faudrait mettre l'accent ou ne pas, ou à l'inverse ne pas mettre l'accent pour que ce soit compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique? Je ne suis pas forcément la personne la plus compétente pour apporter ces éléments-là. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste ni de l'économie, ni de plans de relance et de sortie de crise. Mais il me semble que les solutions gagnant-gagnant mériteraient d'être vraiment pensées. Donc, il y a des enjeux de réindustrialisation avec le respect des normes environnementales européennes. Si on prend le cas de la France, la moitié de l'empreinte carbone d'un Français, qui est de l'ordre de 11 tonnes, tout gaz à effet de serre équivalent en dioxyde de carbone par an et par personne, environ la moitié, c'est dû à nos importations, et en particulier nos importations d'Asie ou d'Europe de l'Est, de produits qui sont faits à partir du charbon. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de réindustrialisation avec notre mix énergétique et son évolution pour aller vers un mix énergétique toujours très bas carbone. Après, il y a un enjeu également sur tout ce qui porte sur l'efficacité énergétique et en particulier ce qu'on peine à réaliser, c'est-à-dire un plan Marshall d'isolation des logements qui permet à terme de faire des économies de chauffage, donc de donner un peu de flexibilité pour les personnes qui ont des revenus modestes et qui crée des emplois pour tout le secteur de l'artisanat en particulier qui est très fortement touché aujourd'hui. Je pense aussi à une réflexion de fond sur l'ensemble en fait alimentation et santé. On voit que le modèle d'alimentation tel qu'il a été construit au cours des dernières décennies, c'est un modèle d'alimentation qui n'est pas sain. Et, on voit en fait une augmentation de la prévalence du surpoids ou de l'obésité, alors qu'en fait on pourrait avoir une politique publique beaucoup plus volontariste pour promouvoir davantage d'exercice physique et une alimentation saine, avec la transformation des filières agricoles concernées. Donc une alimentation saine, ça veut dire des céréales complètes, ça veut dire des fruits et des légumes de saison, de préférence locaux, parce qu'ils ont plus de nutriments. Ça veut dire également moins de protéines animales, plus de protéines végétales. Et ça veut dire favoriser la production agricole dans les systèmes qui sont bas carbone, les systèmes qui sont résilients, qui ont l'empreinte la plus faible sur l'environnement. Et ça demande aussi de réfléchir sur la politique agricole commune qui sera mise en place et qui joue un rôle en fait déterminant par rapport aux subventions qui vont être apportées et qui peuvent aider justement à avoir ces modèles agricoles porteurs de solutions. Et je sais que beaucoup d'agriculteurs sont très demandeurs d'avoir justement cette possibilité d'être aidés pour transformer leurs pratiques et pour apporter ces solutions dans un contexte où, au cours des prochains mois, dans le monde, on va faire face à des risques d'insécurité alimentaire extrêmement importants. Alors, nous venons de parler de politiques publiques qui sont bien sûr déterminantes dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais je voulais aussi vous entendre sur ce qu'on pouvait faire à l'échelle individuelle, sur ce que chacun peut faire pour lutter contre le réchauffement du climat. J'ai lu que vous faisiez le bilan carbone de votre famille. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça et puis nous donner quelques pistes? Oui, alors c'est quelque chose que je fais moi depuis que ça existe. Alors j'essayais de me souvenir, mais ça doit faire une vingtaine d'années à peu près. Je crois que ça a été au départ construit par Jean-Marc Jancovici avec l'ADEME, donc l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Et puis depuis, cet outil a été supprimé des ressources mises à disposition par l'État français. Donc j'utilise en fait la même version de cet outil, mais qui est maintenant disponible par une ONG. Donc c'est en gros un fichier Excel et puis on rentre
les kilowattheures pour notre chauffage correspondant à différentes sources d'énergie, le gaz ou l'électricité par exemple, ou le fioul. On rentre également une estimation de notre profil d'alimentation, le nombre de kilomètres qu'on va faire avec tel type de véhicule et telle consommation moyenne, ou pour des vacances, pour ceux qui partent en vacances en avion, ce à quoi ça correspond. On donne également aussi une estimation grossière du reste de la consommation, textile ou autre, par exemple. Et puis ça permet d'estimer quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent directement de nos choix. Il y en a une partie qui relève d'autres choix, les bâtiments publics, et cetera, ceux qui sont associés à une activité professionnelle, mais ça ne relève pas directement de nos choix. Et donc effectivement, moi j'ai essayé d'agir à mon échelle, hein, pour réduire l'empreinte environnementale. Ça donne lieu à des discussions parfois vives dans la famille, c'est normal, parce qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations, les mêmes choix. Et donc nous, on a juste isolé le toit de notre petite maison mitoyenne pour limiter les dépenses énergétiques. On a aussi petit à petit changé les fenêtres et puis les portes pour justement faire en sorte de limiter notre consommation d'énergie. Récemment, on a changé notre ballon d'eau chaude pour un système thermodynamique qui est vraiment très performant. D'ailleurs, je regardais l'évolution de la consommation d'électricité. Ça n'a pas beaucoup à faire sur nos émissions de gaz à effet de serre à cause du mix électrique français. Mais en tout cas, sur la consommation d'électricité, c'est vraiment intéressant. On a changé notre alimentation. Voilà. Et puis, pour aller travailler, on prend régulièrement un vélo électrique. Mon mari et moi, on a je crois que ça va faire 12 km aller, 12 km retour avec un bon dénivelé de 150 mètres. Et sans un moteur électrique sur un vélo, c'était pas possible en fait. Et avec un moteur électrique, c'est un vrai plaisir. C'est une demi-heure régulièrement, sans embouteillage. Pour moi, c'est même un moment de détente en fait, hein, entre le moment où je vais travailler et je reviens. Et c'est une des choses qui me manque le plus en étant confinée chez moi, je vous l'avoue. D'accord. Donc là, vous venez de nous décrire ce que vous faites. Quelqu'un qui voudrait commencer à changer son mode de vie pour le rendre plus compatible avec les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, par quoi il devrait commencer? Quels sont les sujets sur lesquels on peut avoir le plus d'impact? En fait, ce qui compte le plus, c'est quand c'est le chauffage de son logement et puis le transport, hein, les 2 premiers facteurs. Puis après, c'est aussi ce qu'on met dans son assiette. Et pour ça, pour pas être au pifomètre, les outils de bilan carbone ou les outils qui permettent de voir les émissions de gaz à effet de serre cachées derrière les différents types d'alimentation sont vraiment utiles. Et puis, à côté de ça, il y a aussi tout ce qui porte sur la réduction des déchets qui est aussi pertinent, hein. Donc, et essayer d'avoir des façons de consommer qui permettent de réduire tout ce qu'on jette quasiment sans s'en être servi, c'est aussi effectivement important. D'accord. Alors, on a parlé des personnes qui seraient volontaires pour changer de mode de vie, mais il y a quand même un principe de réalité qui est que la crise que nous vivons est très difficile pour beaucoup de gens. C'est pas le genre de situation qui facilite ce type de changement. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait finalement une envie de revenir aux habitudes, ou en tout cas une impossibilité, ou en fait tout simplement de modifier son mode de vie avec cette crise qui nous percute de plein fouet? C'est pour ça qu'à mon sens, ce qui est vraiment important, c'est que dans la réflexion sur un plan de relance, il y a aussi des choses qui s'adressent à l'échelle des citoyens, à l'échelle des particuliers, et qui permettent de favoriser des actions qui soient à multiples bénéfices. C'est pour ça que je parlais de l'isolation des logements, parce que c'est une dépense contrainte qui est importante. Il y a aussi la question, par exemple, de favoriser l'achat de première main ou de deuxième main de véhicules qui soient plus légers et moins consommateurs. C'est aussi quelque chose qui, je pense, est vraiment important. Donc, pour moi, en fait, ce qui manque le plus, c'est l'information aux consommateurs. Beaucoup de gens que je connais sont un peu dans le flou, parce qu'on ne leur fournit pas une information claire, hein, transparente, qui leur permet de faire, des choix. Beaucoup de gens ont envie d'agir, mais ne savent pas nécessairement dans quelle direction s'y mettre. Et donc un effort aussi, je pense, de communication simplement, hein, de transparence sur, l'impact environnemental, des différents produits serait très utile. Je voulais aussi vous poser une question peut-être plus personnelle. Vous faites partie des scientifiques qui s'expriment sur les réseaux sociaux, vous nous répondez aujourd'hui, vous êtes présente dans le débat public. Euh, Selon vous, quel rôle doivent jouer
les scientifiques dans les débats sur l'après-coronavirus? Quelle place ils peuvent prendre? Je pense que c'est une question à poser à des gens, des scientifiques d'horizons différents. En tout cas, du point de vue de la partie stratégie d'action par rapport au changement climatique, il est évident que beaucoup de personnes que je connais, de ces communautés scientifiques, donc c'est pas simplement les sciences du climat même, c'est aussi toutes les sciences du changement climatique, c'est-à-dire l'adaptation, l'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui reposent aussi sur des éléments techniques, socio-économiques et scientifiques, euh, voudraient mettre à disposition leurs connaissances, leurs compétences, de sorte à ce qu'elles puissent être entendues pour éclairer des plans d'action qui soient pensés dans l'ensemble des dimensions importantes. Et le cadre d'analyse, un des cadres d'analyse qui est pertinent, c'est celui, par exemple, des objectifs du développement durable. Donc, ils ont été définis en 2015 par l'ensemble des pays du monde comme une aspiration et puis un plan d'action avec des outils méthodologiques. Et simplement utiliser cette trame des objectifs du développement durable pour réfléchir à des solutions gagnant-gagnant dans plusieurs dimensions, pour le court terme, mais aussi pour le long terme, c'est une grille d'analyse qui est très pertinente. Et je sais que, par exemple, les académies des sciences, de médecine, d'agriculture et de technologie se sont lancées dans une réflexion sur ce qui est possible de mettre sur la table comme réflexion collégiale dans ce contexte de sortie de crise. Moi, je pense qu'il y a vraiment besoin de décloisonner. Je pense qu'on a besoin d'avoir plus de formation sur ce qu'est la démarche scientifique. La situation actuelle nous le montre. Le principe de la relecture critique par les pairs, le principe de la transparence, de la vérification qui sont fondamentaux sur la démarche scientifique. Donc ça, c'est quelque chose auquel je suis particulièrement attachée. Moi, je pense qu'il y a un besoin, par exemple, de renforcement de l'éducation sur les questions de santé, de sciences de la vie et de la terre. Ça a été un peu le parent pauvre dans la réforme du lycée. Par exemple, même pour les formations scientifiques, il est aujourd'hui demandé aux lycéens de terminale scientifique de choisir deux parmi des trois spécialités en mathématiques, physique et biologie, aux sciences de la vie et de la terre, ce qui est vraiment dommage, parce que précédemment, on avait en fait une culture plus large qui était offerte dans les différents domaines scientifiques. Je pense aussi, et beaucoup de mes collègues le font, que être disponible sur les réseaux sociaux, pouvoir répondre aux questions, pouvoir aussi régulièrement apporter notre esprit critique sur la dissémination de fausses informations, c'est aussi quelque chose qui est utile. Et puis, tout ce qui permet de tisser des liens plus largement entre la science et la société, je pense que c'est vraiment à renforcer. C'est quelque chose qui est gagnant-gagnant aussi. C'est-à-dire que comme moi, je participe à des rencontres, à des échanges, souvent, on me pose des questions qui sont tout à fait pertinentes, qui m'amènent à réfléchir à ma propre recherche, à me former. Et donc, c'est quelque chose qui donne de la profondeur à la recherche que l'on fait. Quand on est aussi à l'écoute de la société, et même quand c'est sur des sujets de recherche complètement fondamentaux, pas forcément directement en appui avec la prise de décision. Je voulais aussi avoir votre regard sur la jeunesse. Vous en parliez tout à l'heure. Je sais que vous êtes attaché au militantisme des jeunes sur le climat. Vous aviez fait une lettre pour vos vœux de 2020 à un adolescent de 16 ans. Quel rôle ils peuvent jouer, selon vous, ils doivent jouer dans les prochains mois, dans cette réflexion sur l'après-crise? Moi, j'aimerais qu'on entende davantage justement cette jeunesse d'aujourd'hui. Quand on est jeune, les choses qui sont parmi parfois les plus essentielles, ce sont les amitiés, ce sont les camarades en fait, hein, de classe, de formation, les amis qu'on va voir. Je pense que le confinement, il est très difficile hein, pour les plus âgés. Il y a une solitude qui est terrible, mais il est aussi très difficile pour les plus jeunes, pour les enfants, pour les adolescents. Et j'aimerais davantage que les médias les donnent à entendre. Et toujours par rapport à la jeunesse, moi, c'est ce que j'ai en tête quand je supervise les rapports du GIEC. Nous, on fait le point sur l'état des connaissances, sur là où on en est aujourd'hui, comment est-ce qu'on en est arrivé là, les évolutions possibles à horizon 2030, 2050, 2100. Et après, j'ai toujours en tête quelqu'un qui a 15 ans aujourd'hui, ce sera sa vie, en fait, sa vie entière, qui va se dérouler dans ce contexte. J'ai toujours en fait cette volonté d'être utile par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc effectivement, il y a eu au cours de ces dernières années un mouvement de jeunesse
profond en fait par rapport à la question du changement climatique. J'ai été très frappée en France de voir à quel point beaucoup de jeunes dans des formations professionnelles, mais aussi par exemple dans des écoles d'ingénieurs, ont fait une démarche personnelle volontaire pour se former sur les éléments scientifiques. On m'a interrogée en fait pour des réponses à des questions très techniques, très précises sur ces rapports du GIEC que beaucoup de décideurs n'ont pas lus et que pourtant certains étudiants ont pris le temps de lire de manière vraiment approfondie. Cette jeunesse-là, elle a vraiment envie d'être porteuse de solutions. Il y a une forme d'impatience par rapport à l'inaction passée vis-à-vis des enjeux biodiversité et climat. Il y a une volonté de cohérence, il y a une volonté d'être porteur de solutions, c'est-à-dire de se former et rapidement de pouvoir être en position d'être utile à la société en innovant. Et quand je parle d'innovation, c'est pas simplement la technologie, hein, c'est aussi l'innovation sociale, c'est aussi une forme d'innovation que j'appelle frugale, c'est-à-dire bon marché, accessible à tous partout dans le monde, y compris pour ceux qui ont des revenus faibles ou modestes. Voilà, et donc j'ai toujours en tête vraiment la manière dont on prépare les choses pour ces jeunes générations d'aujourd'hui. Pour terminer, parce que je crois que vous avez d'autres sollicitations ensuite, je voulais tout simplement vous... On lit beaucoup de choses en ce moment, des gens dans la presse à propos du climat, des gens qui sont optimistes, d'autres qui sont très pessimistes avec cette crise. Est-ce que vous, vous êtes optimiste pour l'avenir ? Moi, je suis ni optimiste ni pessimiste. J'essaie d'être lucide et responsable. Et je pense que le plus gros du travail reste à faire et que pour ça, il y a besoin d'une mobilisation très large. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte de nous avoir accordé cet entretien pour France Info. Au Merci à vous. revoir. Merci et bon courage à tous.